Bonjour, bienvenue au podcast Éternellement jeune. Aujourd'hui, comme invité, on a Louis-Philippe Cloutier. Laissez-moi vous l'introduire. Donc, Louis-Philippe est passé de fumeur sédentaire jusqu'au début de sa trentaine à sportif avec 9 saisons et écoutez bien ça, où il a couru 10 marathons, 2 Ironman, 6 demi-Ironman et plusieurs autres épreuves d'endurance, dont le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Dernièrement, c'est-à-dire 8 mois environ avant le début de la pandémie, il s'est installé en campagne avec un projet de ferme maraîchère biologique. Il est maintenant propriétaire de la ferme Les Jardins Vivaldi à Saint-Lugory. Puis je crois qu'il est nouvellement papa aussi. On se l'est même pas, je t'ai même pas demandé, un petit garçon, petite fille? C'est Romy, la belle petite fille. Petite fille. OK. Bien, félicitations. Puis merci Merci. beaucoup, beaucoup, beaucoup de participer à mon podcast. J'ai plein de questions à te poser. Donc, au début, moi, je voudrais commencer par le début. Donc, j'aimerais que tu nous expliques comment tu es passé de fumeur sédentaire à grand sportif. Ben, c'est ça, comme on a eu la chance d'en parler un peu tantôt, dans le fond, moi, mon histoire, c'est que j'ai appris un peu du jour au lendemain, début trentaine, que j'allais perdre ma mère d'un cancer du poumon. Donc, tu sais, j'ai un peu arrêté tout ce que j'étais en train d'entreprendre dans ma vie pour me consacrer à ma mère puis à son accompagnement. Il n'y avait pas de retour possible, là. C'était vraiment un stade 4. Puis ma mère avait fumé la cigarette toute sa vie. Puis moi, j'étais aussi un fumeur, pas du dimanche, là, mais un vrai fumeur. Fait que c'est ça, j'ai pris 21 mois pour l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Et puis, suite à ça, ça m'a pris quand même, j'ai été sous le choc, ça m'a pris quand même un moment à me remettre sur pied. Puis, un peu à la Forrest Gump, là, j'ai décidé un bon matin de prendre mes chaussures puis de commencer à courir sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais ou ce que je faisais. Mais j'y ai pris un vrai plaisir. Puis de fil en aiguille, là, dès la première année, 1,10, 2,10, un demi. Puis je pense qu'à la deuxième année, je faisais mon premier marathon à Montréal en 2010. Et puis c'est ça, de fil en aiguille, là, j'aimais ce que je faisais. Je découvrais cet aspect-là de cette vie-là sportive. Et puis éventuellement, euh, j'essayais de quitter la cigarette, mais c'était rendu que je fumais une ou deux cigarettes le soir. Et puis finalement, quand le Ironman inaugural de 2012 à Mont-Tremblant a ouvert, les inscriptions se sont ouvertes là, sans vraiment réfléchir. Je me suis inscrit. On dit d'ailleurs que ce qui est le plus difficile dans Ironman, c'est l'inscription. Après ça, tout est correct. Fait que c'est ça, les Ironman, tu sais, c'est pas. Je les ai enfilés, là, dans le sens où j'ai fait les 5 premiers demi de Tremblant. Je me suis intéressé beaucoup à Lake Placid. J'ai fait le Ironman Lake Placid. J'ai fait la course de l'ascension du Mont Washington en 2014 en vélo. C'est une course vraiment folle là, de monter 13 km là, comme ça en vélo. Le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie en 2013, ça aussi, ça a été une expérience inoubliable. Puis, et puis comme ça, là, j'ai fait Las Vegas, Paris. Le jour de mon anniversaire en 2015, j'ai couru le marathon de Paris. Je ne pouvais pas le manquer, celui-là. C'était mon 39e. C'était la 39e édition du marathon de Paris. Oh, wow. Et Las Vegas, Philadelphie, mon dernier en 2017. OK. Puis, tu as commencé à courir pour arrêter de fumer. Puis, est-ce que ça a fonctionné? Oui, ah ouais, non. Ben, comme je vous expliquais, ça a pris, ça m'a pris un marathon, deux marathons, trois marathons. Je suis encore une ou deux cigarettes. Puis en 2012, là, avec le début de l'entraînement, j'ai fait correspondre le début de l'entraînement du Ironman avec ma dernière cigarette, avec un traitement au laser. Je me suis dépaysé, je suis parti en voyage une semaine, ça a fonctionné. Puis c'est ça. Fait que on dit de remplacer. On dit que pour quitter la cigarette, il faut remplacer par quelque chose d'autre. Mais le triathlon d'endurance, c'est manifestement quelque chose qui permet de remplacer là, sans équivoque. Oui, parce que c'est prenant. Ça prend tout ton temps, toute ton énergie. Puis... Mais tantôt, quand on se parlait, tu me disais que tu n'étais pas certain d'avoir nécessairement trouvé la santé avec toutes ces épreuves-là.
je te cite, tu dis avoir brûlé la chandelle par les deux bouts. Donc, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'en est ainsi? Bien, on s'entend, là, comme je disais, mon déclencheur, moi, c'est la maladie de ma mère, son décès. Puis là, moi, j'ai un peu pris la mesure de toute l'importance de la santé. Puis là, ben, j'ai vraiment commencé à insister sur le fait qu'il fallait que j'arrête de fumer. Et puis, ben, c'est ça, là, je pensais qu'en multipliant les saisons, les marathons, les inscriptions, les Ironman, les demi-Ironman, c'était rendu de la routine, finalement, de s'entraîner pour ces affaires-là, mais sans vraiment réaliser que moi qui souhaitais, qui faisait tout ça pour cultiver ma santé, je n'avais pas réalisé que je pouvais arriver à un phénomène d'épuisement, mais c'est ça, le 2017, ça a été vraiment, pour moi, un tournant. Là. J'avais pris un rendez-vous chez mon médecin avant le marathon de Philadelphie, puis quand je suis revenu là, à Montréal, j'étais dans un drôle d'état. Difficile à diagnostiquer, là, pas évident, puis malaise, là, je suis pas à ma place, je file pas, mal au ventre, pression artérielle bizarre, fait que tranquillement, là, ça m'a pris du repos. Ça m'a pris beaucoup de repos, puis beaucoup de recul pour réaliser que j'étais peut-être allé un peu fort, puis décider, là, peut-être que j'étais prêt. En fait, j'avais atteint mon premier objectif qui était d'arrêter de fumer. Ça faisait déjà 10 ans que j'avais arrêté de fumer. Fait que là, c'était correct. Là, on pouvait commencer à faire d'autres choses. Fait que j'en ai profité pour, comme on le disait, là, un peu me réorienter puis venir m'installer en campagne, partir un projet de ferme biologique. OK. Bien, puis ça, on y arrive parce que j'ai plein de questions par rapport à ça, mais pour en revenir à tes épreuves et tout ça, donc, ce que j'entends, c'est que tu es quand même quelqu'un qui est tout ou rien. Tu t'es lancé à fond, mais au point de brûler, puis après ça, est-ce que tu as arrêté complètement ou est-ce que tu as continué à courir un peu ou il a fallu que tu arrêtes complètement? Ben, c'est difficile d'arrêter complètement parce que tu as un club d'amis avec qui tu avais l'habitude de t'entraîner, tu as Oui. des habitudes. Moi, je regarde mon vélo dans la chambre d'amis, puis ça me fatigue encore, mais j'avais quand même besoin de prendre un temps d'arrêt. J'avais quand même besoin de. Fait que là, je me suis mis à voir mes amis dans d'autres contextes que dans celui où on va courir le samedi matin sur la montagne au Mont-Royal. Et puis c'est ça, on s'est intéressé. En fait, on a quitté la ville après 20 mois. Ça faisait 20 ans que j'habitais à Montréal. On s'est ramassé en campagne. Fait que, on est arrivé dans une pandémie. Tout le monde a été affecté. Tous les réseaux sociaux ont été affectés par la pandémie. Tout le monde s'est un peu ramassé tout seul à la maison. Et pour nous, ça a été super la fun parce qu'ici, c'était pas du confinement, c'était vraiment une partie de plaisir, là, de travailler dehors, alors que j'imaginais ma vie à Montréal en pleine pandémie. C'est vraiment deux poids, deux mesures. On était très, très heureux de nos choix. Mhm. Mais, Mais OK, donc tu as continué à t'entraîner un petit peu. Comme tu dis, tu avais la communauté. Puis ça, c'est une partie aussi, si on veut, de la santé. C'est sûr qu'il y a l'exercice physique, je veux te poser des questions aussi par rapport à la nutrition, mais toi, tu parles d'une communauté, des amis que tu t'es fait au travers de ça. Puis ça fait partie, quand on parle des gens, parce qu'ici, dans le podcast, on aime parler de vivre longtemps en santé. Puis quand on observe les zones, en anglais, on dit les blue zones, là, où les gens vivent le plus longtemps, mais justement, un des critères, c'est qu'ils ont une communauté. Donc, en faisant ces épreuves-là, toi, tu t'étais vraiment créé une communauté. Puis là, tu dis que tu les vois encore, ces amis-là, mais dans d'autres contextes. Bien là, sans parler de la pandémie, là, mais mis à part la pandémie, tu as gardé contact avec ces gens-là? ben, c'est sûr que j'ai fait partie de clubs de vélo, de clubs de triathlon comme les Chicken, comme le club de vélo Maglia Rosa. Puis, fait que ça, c'est pas nécessairement des amis, mais c'est des gens avec qui on pratique le même sport, disons, là, à fréquence régulière. Mais dans ces groupes-là, c'est sûr qu'on développe des liens d'amitié avec des personnes en particulier. Puis c'est ces liens-là que j'ai conservés avec mes meilleurs amis. Fait que c'est sûr que, tu sais, eux, peut-être qu'ils font encore du vélo, peut-être qu'ils vont encore courir le samedi matin, mais on est quand même content de se retrouver le samedi soir, puis de prendre un bon souper ensemble. Puis c'est ça, là, fait que oui, j'ai gardé des liens. J'ai gardé des liens que j'avais tissés avec plusieurs personnes avec qui je me suis entraîné pendant toutes ces années. OK. Ah, ben ça, c'est quand même important. C'est bien que tu aies réussi à faire ça.
Puis maintenant, c'est ça, j'avais des questions par rapport à la nutrition. Moi, je ne te l'ai peut-être pas dit, mais je suis naturopathe, coach nutrition, puis c'est quelque chose qui me passionne, puis j'aide les gens avec ça. Je suis juste curieuse pendant ces années-là que tu t'en... Bien, dans le fond, je suis curieuse avant ton virage sportif. Tu dis que tu étais un fumeur sédentaire. Est-ce que la nutrition, c'est quelque chose qui même faisait partie de tes pensées ou pas du tout? Puis après ça, bien, pendant tes années de course, qu'est-ce qu'il y en était? Puis maintenant, dans le fond, je serais curieuse de savoir. Ouais, ouais. Ben, je peux te résumer ça rapidement. Moi, j'ai jamais fait attention à ma ligne. Ça n'a jamais été problématique. J'ai le même poids depuis, je pense que j'ai 25 ans ou à peu près. Et dans le fond, quand j'ai commencé l'entraînement, ben là, je suis allé me chercher de l'accompagnement un peu comme toi. Là, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'accompagner. On a monté un programme, on a regardé qu'est-ce que je devais manger pendant que je faisais 6 heures de vélo, pendant que je faisais de la course, pendant que je faisais ci. On a testé des formules, on a regardé ce qui fonctionnait, on a exclu ce qui ne marchait pas. Mais tu sais, c'est des trucs qu'on achète dans toutes les boutiques de sport. C'est des bars, c'est des jujubes, c'est des ci, c'est des ça. Là. Mais c'était plus de me donner une structure, une rigueur, savoir qu'est-ce que je dois manger quand que je fais de la longue distance en vélo, qu'est-ce que je dois manger quand je cours, etc. Et puis, toute la masse musculaire que j'ai gagnée probablement à l'entraînement, je l'ai mon poids restait quand même stable parce que je perdais du gras, mais je gagnais en muscle. Fait que c'est resté la même histoire. Et puis, encore une fois, je ne faisais pas attention à ce que je mangeais. Puis, c'est sûr que je mangeais beaucoup plus parce que je dépensais énormément d'énergie. Fait que j'ai pas eu, c'est ça, j'ai pas eu vraiment beaucoup à me contraindre. Là. À certains moments, je me suis posé la question parce que j'avais des ambitions de faire des temps. Là, le chronomètre devenait, plus le temps avançait, plus le chronomètre devenait important. Puis je voulais laisser ma trace, puis je voulais établir, je voulais que mes petits-neveux aient de la misère à battre mon oncle Louis-Philippe, là, parce que, fait que là, fallait que je commence à aller vite. C'était pas juste de finir, c'était d'aller vite. Mais sinon, je sais qu'il y avait une règle du pouce qui disait si tu perds, mettons, tu gagnes 1 minute par livre perdu. Il y avait des genres de règles pas scientifiques du tout, là, mais qu'on essayait bien de se faire croire que si tu perdais 10 livres, tu gagnais 5 minutes sur ton 10 km, etc. Fait que ça m'intéressait un peu, mais j'ai de la misère. J'avais de la misère à perdre du poids. Puis finalement, je pense que je suis parti de chaque ligne de départ avec le même poids. Là. Et puis aujourd'hui, je m'intéresse énormément à la cuisine. J'ai pris beaucoup de cours de cuisine. J'aime la cuisine italienne. Je connais bien Elena Faita, la mère de Stéphanie, qu'on connaît tous, qui passe à la télé. Fait que je suis régulièrement des cours avec Elena. Fait que je cuisine beaucoup. Là, c'est ça un peu la vision des jardins Vivaldi, de la ferme de culture maraîchère, c'est de me promener en carte dans mes jardins le soir, puis d'aller chercher du kale, d'aller chercher ci, de te faire un souper qui sort de ton jardin. Pour moi, c'était comme un trip. Là, c'était comme vraiment une ambition, puis toujours dans l'idée de bien manger, toujours dans l'idée qu'il n'y a pas de pesticides, toujours dans l'idée que ma fille, elle va bien, elle va être élevée dans un environnement sain. Fait que je suis toujours pas en train de me rationner dans les portions, mais disons que maintenant que j'ai appris à cuisiner, je m'efforce de faire ça comme il faut. OK. Non, c'est intéressant. Puis peut-être que là, ça serait un bon moment pour que tu nous parles plus en détail là, de la ferme. Donc, toi, tu me disais tantôt que tu viens de la campagne. Puis là, tu es retourné t'établir en campagne avant la pandémie. Quelle chance, parce qu'après ça, pendant la pandémie, tout le monde a voulu faire ça, mais c'était plus aussi facile de trouver des endroits. Donc, tu avais déjà des connaissances en agriculture ou explique-nous. En fait, quand on a voulu quitter la ville, ma conjointe et moi, on ne savait pas exactement. Même, on a commencé, parce qu'à Montréal, on avait une maison qui nous aurait permis de peut-être avoir une tente roulotte ou avoir un camper ou quelque chose. Fait que, on voit qu'on avait l'appel de la nature. Ma blonde, elle vient de Gaspésie. Quand on avait la chance d'aller visiter ses parents, on ne voulait plus revenir. Fait qu'on était, on voyait bien il y avait quelque chose qui nous appelait en dehors de la ville. Fait qu'on a magasiné les tentes roulottes, on a oublié le projet, on s'est mis à se documenter, à chercher. Là, je pense qu'on avait moyen de s'acheter une résidence secondaire. On s'est mis à regarder les chalets. Là, c'était pas encore concluant nécessairement.
Et puis, effectivement, moi, je viens d'une ferme de culture du bleuet dans les cantons de l'Est, où est-ce que j'ai passé là, probablement les 15-20 premières années de ma vie à temps partiel, parce que des fois, j'ai commencé à étudier à Montréal. Là, mais sinon, pour moi, j'avais ça aussi en tête, là, de retrouver de retrouver la campagne. Je savais que je pourrais avoir du plaisir et que j'évoluerais. Je ne suis pas un 5-1-4 fini qui n'est pas capable de. J'avais des racines, effectivement, de la campagne. Et puis ben c'est ça. Finalement, j'ai lu, on s'est intéressé au vignoble, mais c'était pas tout à fait ce qu'on cherchait. Puis là, finalement, on est tombé sur Jean-Martin Fortier, puis c'est exactement le modèle de ferme qu'il propose, en fait, qu'on est en train d'élaborer ici. Là. Puis on est allé chercher de l'accompagnement de certains de ses élèves notoires. Là. Jean-Martin Fortier, la ferme des Quatre-Temps, la ferme de la Grelinette. Pour ceux qui connaissent, là, on les a vus, tout le monde en parle. Ils ont une série qui s'appelle Les Fermiers. Moi, la série Les Fermiers qu'on voit sur uni.tv, c'est absolument. Ça a changé ma vie, c'est plate à dire, mais c'est bête comme ça. Et puis, tu as raison, on est probablement qu'on n'aurait pas les moyens d'acheter la ferme qu'on a aujourd'hui. Tu sais, on est juste 18 mois plus tard, mais ça a pris énormément de valeur. Moi, on est tombé sur une occasion, je pense. Et puis, on a absolument, tu sais, c'est du small scale farming, c'est-à-dire qu'on c'est sur petite surface, c'est pas très mécanisé. Là, on a un tracteur, mais c'est quand même à petite échelle. On va faire le désherbage, on fait le contrôle de mauvaises herbes à la main, mais on prépare les lits de semences au tracteur et puis voilà. Donc, c'est ça, là, ça va jusqu'à une quarantaine de légumes qu'on va vouloir cultiver ici. On veut être bon dans la tomate. C'est un peu ça l'idée de Vivaldi. Là, c'est l'Italie, c'est la tomate, c'est les saisons, c'est les 4 saisons Vivaldi. Le défi, je pense, qu'on a au Québec présentement, c'est de retrouver la saisonnalité des légumes, puis d'accepter de peut-être pas nécessairement manger il y a des saisons pour tout, puis je pense que on a beaucoup industrialisé, puis il y a énormément de transport dans tout ça, puis on a développé des habitudes. Mais si on recule juste à nos grands-parents, moi, mes grands-parents, ils mangeaient des patates puis des légumes racines une bonne partie de l'hiver, puis ça faisait en sorte que ça fonctionnait quand même. Fait que c'est un peu vers ça qu'on s'en retourne tranquillement. OK. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de, bon, l'équilibre de vie qui était un petit peu difficile avec les courses, tu sais, au point que tu t'étais brûlé, mais on entend beaucoup dire que la vie pour les fermiers n'est pas facile non plus. C'est du travail, tu sais, je pense qu'il faut se lever avec le soleil puis se coucher avec le soleil. Comment tu vis ça? Est-ce que tu trouves un équilibre ou est-ce que c'est un autre, ou bien est-ce que tu t'es lancé dans d'autres choses qui hypothèquent ta santé aussi ou... Non, ben en fait, c'est une bonne question. Moi, cette année, mon objectif, c'est de tester mes limites. Puis là, quand je dis ça, ma blonde n'aime pas ça parce qu'elle ne veut pas que je la fraude, tu comprends? Mais l'idée de tester ma limite, c'est de voir est-ce que j'ai besoin d'embaucher, est-ce que j'ai besoin de réviser mes ambitions, qu'est-ce que je suis capable de faire avec une demi-heure de. Tu sais, je t'expliquais tantôt, j'ai pris mon mois de mai en congé, c'est mon congé de paternité. Fait que là, je vais avoir un peu de temps pour implanter, intégrer mes jardins, puis partir mes trucs. Mais après mon congé de maternité, de paternité, quand je vais recommencer à travailler, est-ce qu'une demi-heure par jour de désherbage dans les jardins va suffire? Est-ce que si je réserve mon samedi pour trimer mes tomates dans ma serre, fait que là, c'est ça que je ne sais pas. Alors que je suis en train de découvrir tout ça. Mais une chose est absolument certaine, je ne vais pas me faire mourir à faire pousser des légumes. Ce n'est pas le même genre de défi, c'est vrai. Moi, je compte sur le farming, je compte sur le temps que je vais passer à l'extérieur pour conserver ma santé, garder ma forme. Mais je n'ai pas envie encore, je n'ai pas retrouvé le goût de sauter sur mon vélo ou dans mes running shoes. Quoique j'ai acheté un chariot pour ma fille, pour peut-être aller courir, la pousser un peu, bon, c'est pas exclu, mais c'est pas dans mes priorités. Je vais passer du temps avec ma fille, mais je vais aussi, c'est très, très, comment dire, c'est très, j'allais dire enrichissant, mais c'est très le fun, c'est très vivifiant là, de passer du temps dans les jardins. Puis je me sens aussi bien que quand je peux partir courir pendant une heure, là, par exemple. Fait que c'est ça, c'est le nouveau rythme de vie. On va s'y habituer. Je gagne en âge aussi. J'ai eu 45 ans il y a 2 semaines. Fait que je pense, ce que je fais aujourd'hui, ce que je ne faisais pas avant, c'est que je respecte mon énergie. J'ai réfléchi à ça récemment, puis j'ai compris que j'avais intégré cette notion-là que je ne connaissais pas.
Fait que si un matin, je suis fatigué, ben c'est tout, là, je vais être plus fatigué. Mais comme je t'explique, là, pour le moment, là, on veut vraiment commencer à... je veux voir ce que je suis capable de faire tout seul, mais c'est sûr que ma blonde est responsable de quelques, des semis, ma blonde s'en occupe, mais en même temps, elle aussi, elle a une job à l'extérieur, puis l'idée, c'est pas qu'on... pour le moment, c'est pas nécessairement qu'elle fasse ça à temps plein. Mais c'est pas exclu, je ne sais pas, là, la ligne de développement, là, comment. Je continue de dire qu'on est en démarrage. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de nos jardins cette année. On va être beaucoup plus éclairé après ça, puis on prendra des décisions en conséquence. Mais c'est vraiment pas exclu qu'on embauche. Moi, dans le fond, je suis un propriétaire administrateur. J'ai envie de. Je veux développer cette belle ferme-là. Moi, j'arrête pas de dire que mon ambition, c'est de faire la plus belle petite ferme au monde. Fait que je mets toutes les ressources que je mettais auparavant dans l'entraînement, dans les vélos, dans le ci, dans ça, mais maintenant, je les mets dans ma ferme. Puis, c'est comme je te disais, il ne faut pas être pressé. C'est un travail de longue haleine, mais moi, je ne me vois pas. On s'est installé ici. 2 ans plus tard, on peut dire qu'on a réussi notre pari de quitter la ville. Puis, on est heureux des décisions qu'on a prises, même si c'était des décisions extrêmement difficiles. Et puis, fait que c'est ça, c'est dans 5 ans, ça va être encore plus beau que. Puis, ça ne sera pas encore ce que ça sera dans 10 ans. Puis, fait que c'est ça. C'est un long de retraite, disons. Ah, mais c'est tellement un beau projet. Puis j'ai juste quelques questions à te poser par rapport au biologique versus conventionnel. Donc, tu sais, on entend beaucoup bon, c'est sûr, moi, je m'intéresse beaucoup à ça, puis ça fait des années que j'achète des paniers bio d'une ferme qui est proche de chez moi. Mais souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui pensent aussi que c'est un peu une arnaque, là, le biologique versus conventionnel. Toi, tu es là-dedans, là, tu as les mains là-dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le biologique, c'est mieux pour notre santé à long terme, pour notre planète à long terme? Ben, c'est drôle que tu en parles. Dernièrement, le pharmacien a fait un reportage sur l'agriculture biologique, puis il était, disons, pas très. C'était pas concluant. Là, c'était pas, il n'était pas absolument convaincu que c'était la solution magique. Puis je pense qu'il a mis ça par opposition ou par comparaison à l'agriculture raisonnée. Donc, l'agriculture raisonnée, moi, ce que j'ai retenu de son reportage, c'est qu'il trouvait que c'était peut-être la meilleure des choses. Donc, l'agriculture raisonnée, c'est de ne pas faire de la prévention comme on avait l'habitude de le faire depuis 40 ans. Puis avant même qu'un problème se présente, on étendait, puis on mettait des produits chimiques, puis sans même avoir de problème à résoudre. C'était devenu une pratique courante. Donc ça, c'était moins raisonné, disons. C'était pas raisonné du tout. C'est ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Donc là, le pharmacien, lui, parlait de l'agriculture raisonnée comme étant peut-être la meilleure solution. Moi, je vous parlerais peut-être davantage de l'agriculture régénératrice. C'est-à-dire que l'agriculture conventionnelle qu'on connaît depuis des décennies, c'est destructeur, puis éventuellement, ça tue les sols, puis ça fait en sorte qu'on va réduire nos surfaces cultivables, puis on s'en va comme dans un mur. Puis il y a certaines théories là, qui disent qu'il nous reste 60 saisons avant qu'on aille scraper tous les sols en Amérique, là, par exemple, ou en Amérique du Nord, là, en incluant les États-Unis. C'est que c'est pas beaucoup, 60. Puis là, faudrait qu'on se gratte la tête et qu'on trouve des solutions à ça. Puis une des solutions, puis ce que je veux faire ici au Jardin Vivaldi, c'est vraiment ça, de l'agriculture régénératrice. Moi, j'appelle ça une ferme de culture écologique en attendant d'obtenir ma certification biologique. Mais donc, c'est juste une question de valeur, c'est juste une question de ne pas étendre des pesticides. Il y a des techniques alternatives qui nous permettent d'éviter ça. Moi, j'utilise des toiles d'occultation, ça tue tout, ça empêche le soleil de pénétrer dans le sol et de favoriser la photosynthèse puis de faire en sorte que les mauvaises herbes se développent. Fait que c'est une pratique que vous allez voir souvent dans les fermes biologiques. Il y a des toiles de plastique partout dans les jardins. En attendant, suite à une culture, en attendant la prochaine implantation, on utilise ça. Fait que c'est juste un exemple parmi des centaines là, qui fait que moi, je me positionne comme. C'est sûr que la cible, c'est d'être biologique. Pour le moment, je n'ai pas de revenus, fait que je ne suis pas très pressé d'aller chercher ma certification, mais dès que je vais avoir, dès que mon modèle, dès que les revenus vont se mettre à rentrer, ça va valoir quand même la peine. En fait, je vais certainement aller faire tout ce qu'il faut pour aller la chercher. Mais de toute façon, certification ou pas, pour moi, c'est ça l'idée. Là, la ferme de maraîchère, les Jardins Vivaldi, c'est vraiment une réponse à l'urgence climatique. C'est ce qui était à ma mesure d'un geste que je pouvais poser. C'était une solution pour moi là, de m'impliquer dans la crise climatique qu'on vit.
Et puis, fait que c'est ça. Fait que pour moi, là, certification ou pas, il n'y aura pas de pesticides ici, ou en tout cas, quand j'aurai un problème, on trouvera des façons de régler ça, mais en accord avec la nature, quitte à prendre des décisions plates. Là. Moi, je n'attends pas nécessairement après ça comme revenu. Là, fait que ça se peut que je prenne une décision de dire, bon, ben, on va scraper notre planche d'ail parce qu'elle a eu une maladie. Puis, plutôt que de prendre une décision qui aurait pu être parce que je voulais des revenus absolument, ben, j'aurais peut-être pu étendre quelque chose qui aurait pu contrôler le problème, mais ce ne sera peut-être pas le genre de décision qui va se prendre ici. Là, ça reste à suivre, mais on est en train de se repositionner. Le conventionnel, là, il faut, peut-être d'ici 10-15 ans, ça devrait être, ça sera illégal. On ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Mais je ne sais pas si tu as vu le film, ben, c'est un film américain anglophone, Kiss the Earth, qui est sur Netflix. Ouais. Puis Ouais, ben, je pense que ça résume un peu ce que tu sais, c'est qu'on ne devrait pas, c'est le no-tilling, l'agriculture sans Exactement tilling. ça. Là. Je pense que le film l'explique bien. Puis absolument. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a des entrepreneurs ici au Québec qui suivent ce modèle. Puis j'espère qu'il va en avoir de plus en plus. Puis, si les gens veulent te suivre, je peux peut-être donner le site web. Donc, c'est lesjardinvivaldi.com, c'est ça? C'est Jardin Vivaldi, Jardin avec un S, vivaldi.ca. Mais même le .com sera effectivement. Okay. Jardin svivaldi.ca ou .com, c'est ça, c'est notre site web. On est sur Instagram, on est sur Facebook. OK, parfait. Donc, les gens peuvent te suivre. Puis c'est ça, si vous allez sur son site web, il explique bien là, la philosophie derrière ça. Puis il y a aussi tantôt la série que tu as mentionnée sur Unis. Est-ce que tu peux nous répéter le nom de la série? Les fermiers, il y a 2 saisons. C'est Jean-Martin Fortier qui est le maître d'œuvre. Et puis, écoute, moi, ça a vraiment été révélateur. Là. Ça a été l'éclair, l'illumination complètement. Là. J'ai dit, série, c'est ça qu'on fait. C'est exactement ça, c'est tout. C'est le fun parce que ça ne prend pas des moyens démesurés. Là. On ne parle pas de tracteurs à 500 000 $ qui sont conduits par des GPS. Là. On parle d'outils oratoires très manuels. Puis, il y a quand même moyen de gagner sa vie avec ça. Il y a une idée de rentabilité démontré vraiment là, qui fait en sorte que c'est des projets viables puis qui veulent servir la communauté. On est vraiment dans l'idée communautaire, le bio, le local. C'est ça l'avenir. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. C'est tellement un bel avenir, puis ça nous donne de la positivité. Puis en tout cas, il y a de penser qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Il y a des solutions. C'est ce que j'aime. Donc, Louis-Philippe, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir participé au podcast. Allez voir son site web. Puis, c'est ça. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui te remercie. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci. Bye bye.